Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Marc Jancovici. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes ingénieur spécialisé en énergie et en climat. Vous êtes à la tête du Shift Project, qui est ce think tank qui milite pour une économie décarbonée. Vous êtes aujourd'hui l'un des meilleurs spécialistes des questions d'énergie et de climat et vous êtes aussi l'auteur de ce livre best-seller qui s'appelle Le Monde sans fin, qui est cette BD qui explique aussi la question de l'écologie, de l'énergie, aussi de notre réseau, du pétrole, de l'électricité. Est-ce que aujourd'hui, hier, demain, dans ce moment où pour la première fois on a eu quasiment la totalité du pays sous canicule, alerte orange hier, rouge à partir de midi aujourd'hui, est-ce que c'est le début de la fin? Pardon de vous la poser comme ça, cette question. Il y a un conseiller de Paris qui a sorti il y a un an un rapport qui s'appelle Paris à 50 degrés. Et le titre vous donne la réponse. Vous pensez que ce serait possible un jour, si on ne fait rien? Alors, c'est pas si on ne fait rien. En fait, ne rien faire, ça veut rien dire. C'est si on continue à avoir sur Terre les mêmes tendances qu'aujourd'hui en ce qui concerne la quantité d'énergie fossile qu'on utilise, la quantité de forêt qu'on coupe, la quantité de vaches qu'on élève. C'est tout ça qui contribue au réchauffement climatique. Et en fait, ce qui est sûr, c'est que malheureusement, aujourd'hui, ça n'est que le début des conséquences. Alors, l'une des raisons à ça, c'est que les gaz à effet de serre, une fois qu'on les a mis dans l'atmosphère, ils ne s'évacuent pas rapidement. En particulier, le principal d'entre eux, le dioxyde de carbone, est un gaz qui est chimiquement stable dans l'atmosphère. Donc en fait, tant qu'il est dans l'air, il n'a pas de processus d'épuration. Il reste là éternellement. Pour qu'il s'en aille, il faut qu'il revienne au contact du sol, soit pour se dissoudre dans l'océan, soit pour être repris par la végétation, à supposer que la végétation se porte bien. Tout ça, c'est très long. Et une des conséquences, par exemple, c'est que si demain matin, on arrêtait les émissions de CO2, eh bien, le surplus qu'on a créé, il lui faudrait plus de 10 000 ans pour s'évacuer totalement. 10 000 ans? Plus de 10 000 ans, oui, pour s'évacuer en totalité. Mais est-ce qu'il est encore temps de faire quelque chose alors? Bien sûr, parce que en fait, plus on en rajoute, et plus la situation future sera désagréable et pénible. Et on peut dire que si on continue sur notre tendance en matière d'émissions, on n'a encore rien vu là, en ce qui concerne les conséquences. Ce qu'on vit là depuis 2 jours, c'est encore rien. C'est encore rien. Non. À 2 degrés de réchauffement climatique, qui est l'objectif haut de l'accord de Paris, la totalité des coraux tropicaux, ou la quasi-totalité des coraux tropicaux seront morts. Entre 30 et 50% de la forêt française sera morte. Non, là, pour le moment, ce qu'on vit, c'est rien, comparé à ce qui nous attend si on continue. Ce ne sont que les prémices de ce qui nous attend. Alors quand vous dites... Mais tout ça, c'est documenté, si c'est documenté depuis des décennies, voire des siècles. Mais vous, ça fait déjà très longtemps aussi que vous le dites. Est-ce qu'il y a des choses à faire d'abord de manière immédiate, puis à moyen terme, puis à long terme? Alors le problème du réchauffement climatique, c'est que c'est des conséquences locales avec une cause globale. Comme la durée de résidence du CO2 dans l'atmosphère est très très longue, le lieu d'émission n'a pas d'importance. L'atmosphère, il lui faut à peu près 1 an pour se brasser en totalité. Ça veut dire que pendant que nous, éventuellement, on va se donner un mal de chien pour réussir à réduire nos émissions. Alors, on va y venir après. S'il y en a d'autres qui, à l'autre bout de la planète, ne font pas cet effort-là, on en paiera de toute façon les conséquences. Exactement. Alors, du coup, il y a plein de gens qui nous écoutent qui vont se dire, du coup, c'est pas la peine de faire des efforts. Alors, je vais expliquer après que si, quand même. Mais ce qu'il faut avoir en tête, c'est que à cause de cette très longue durée de résidence du CO2 dans l'atmosphère, effectivement, le lieu, comme il faut 1 an à peu près à l'atmosphère pour se brasser en totalité, c'est-à-dire que quelque chose d'émis à Tombouctou, à Zanzibar ou à Pékin, en 1 an, ça se retrouve brassé dans la totalité de l'atmosphère. Ça veut dire que c'est les émissions mondiales qui pilotent le climat que nous aurons. Et par contre, les conséquences sont locales, parce que si on manque d'eau au milieu du Sahara, ça n'a pas les mêmes conséquences que si on manque d'eau dans les Hauts-de-France. Donc, ce qui est en train de se passer en ce moment sur le climat, c'est la conséquence des émissions planétaires passées, pas juste des émissions françaises. Voilà. D'où la raison pour laquelle, il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, le ministère de la Transition écologique a fait ce qu'on appelle un scénario pour la France en disant il faudrait que les entreprises se préparent et que les activités, l'agriculture, la forêt, etc., se préparent comme si on allait avoir un réchauffement de 4 degrés en France. Alors peut-être qu'on ne l'aura pas, il faut tout faire pour ne pas l'avoir, mais si jamais ça devait arriver, il faut qu'on soit prêt. Parce que ça dépend de la quantité de pétrole que vont consommer les Américains, de charbon que vont consommer les Chinois, etc. Eh ben, il faut que ce soit moins pire que si c'était pire. Voilà. Sachant qu'on va quand même prendre des claques. Ça, c'est pas évitable, mais il faut essayer de les prendre un peu moins violentes si on peut, plutôt qu'un peu plus. Comment on s'adapte ?
Alors, il y a... S'il y a ces scénarios, il y a évidemment la question immédiate qui est la question des plus vulnérables. On en parle depuis 3 jours, évidemment, et on en a parlé au fur et à mesure des années passées, depuis notamment la fameuse canicule de 2003, la question des plus âgés, la question des EHPAD, la question des hôpitaux, la question des écoles. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à court terme, on peut se passer de clim? Alors ça dépend où et ça dépend pourquoi. Vous avez plein de solutions qui permettent de s'en passer ou qui permettent de moins l'utiliser, tout simplement parce qu'il y a des endroits où il n'y en a pas. Tout bêtement. Donc à ce moment, vous n'allez pas l'installer en 24 heures. Donc oui, on peut faire des choses. On peut par exemple mettre des surfaces réfléchissantes aux fenêtres. On peut fermer les volets. On peut aérer la nuit et laisser et tout fermer dans la journée. On peut se réfugier dans les étages inférieurs quand on en a la possibilité. On peut adapter les horaires de travail. Enfin, je veux dire, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire. Après, la clim, c'est pas l'horreur, hein. Il faut voir qu'en ce moment, on a un problème de surplus d'électricité tous les jours à midi. Parce qu'on a les panneaux solaires allemands et français qui produisent trop d'électricité par rapport à ce qu'on utilise. Donc, si on rajoute des clims qu'on fait tourner quand il fait très chaud... c'est pas grave. Sur le plan de l'électricité, non. Sur le plan, donc, quand on dit... ça rejette de la chaleur. Ça surconsomme de l'électricité, c'est pas grave. En fait, en ce moment, de toute façon, on en a trop. Alors, à l'heure à laquelle ça la consomme, non, c'est pas trop grave. Par contre, ce qui est plus ennuyeux, c'est que ça rejette de la chaleur dans l'extérieur. En fait, une clim, c'est un frigo à l'envers. Un frigo, ça refroidit la bière et ça réchauffe la cuisine. La clim, ça fait l'inverse, ça refroidit la cuisine et ça réchauffe l'extérieur. Donc, si vous commencez à avoir beaucoup de clim partout, ça crée un surplus de chaleur dans la rue. Net, voilà. Clair, partout? Partout où vous utilisez la clim, ça c'est clair. Mais pour autant, on n'a pas interdit les frigos. Non, mais c'est pas exactement la même puissance. C'est pas la même puissance, mais c'est la même logique. Et la clim qui refroidit le studio, là, c'est pas le volume d'un frigo. Hein, non, ça, j'imagine bien. Mais dans un sens, j'ai envie de vous dire, si on a la clim ici dans ce studio, puisque comme vous le dites, effectivement, il fait une température tout à fait agréable dans la pièce où nous nous trouvons, vous et moi, pourquoi est-ce que les Français, qui parfois vivent dans des bouilloires thermiques, n'auraient pas le droit, eux aussi, de se retrouver dans un endroit où ils se sentent bien? Alors d'abord parce que tous les endroits sont pas correctement calorifugés. Si vous mettez une clim dans un endroit qui est extrêmement mal protégé contre la chaleur extérieure, là pour le coup ça va pas très bien fonctionner. Et puis ensuite il y a des endroits où encore une fois vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir de la clim. Mais est-ce que ça ne devient pas un problème social? C'est-à-dire que au fond, pourquoi est-ce que certains pourraient se payer la clim, j'ai envie de dire, et d'autres pas? Mais ça c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Mais désormais le chauffage par exemple c'est démocratisé. Oui. À une époque, le chauffage, c'était pour les riches. Oui, bien sûr. Non, aujourd'hui, la clim, c'est encore pour les riches. Non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça? Non, ça coûte pas. Ça coûte pas très cher, une clim. L'installation d'une clim? Oui, c'est pas le sujet. Après, la question. En tout cas, idéologiquement, pour vous, il n'y a pas de problème majeur avec la clim. En tout cas, moins qu'avant. Alors, le problème majeur avec les canicules, c'est pas trop la clim. Le problème majeur avec les canicules, c'est tout le reste. C'est-à-dire? C'est le fait qu'il faut quand même manger. Et qu'une agriculture dans un monde qui se dessèche, parce que les canicules, c'est pas juste un problème de température, c'est un problème d'eau aussi. Bon. Dans un monde qui se dessèche, dans un monde qui perd ses forêts, dans un monde qui a moins de cours d'eau navigables, etc., on va avoir beaucoup d'autres problèmes que la clim. Et notamment le fait tout simplement de pouvoir récolter... Oui, je vous rappelle quand même que les civilisations se sont installées là où ça poussait. Je veux dire, c'est pas un hasard que les civilisations soient installées plutôt dans le bassin parisien qu'au milieu du Sahara. C'est tout simplement parce que nous sommes dépendants de l'agriculture, on a quand même tendance à l'oublier, et on l'oublie d'autant plus que maintenant on est dans un monde d'urbain où la nourriture sort du supermarché. Donc on oublie qu'il faut juste que ça pousse à l'amont. Il y a maintenant eu plusieurs fois en France des accidents climatiques, entre guillemets. C'est quoi un accident climatique? C'est par exemple un épisode de gel tardif. Comme la végétation maintenant déboure de plus en plus tôt à cause du réchauffement climatique, un épisode de gel qui arrive au moment où il peut arriver, parce que ça peut toujours arriver quand même, fait beaucoup plus de dégâts. Ça peut être la grêle. Il se trouve que la grêle, la taille des grêlons a tendance à augmenter avec le réchauffement climatique. On l'a vu encore récemment avec les épisodes d'orage et de grêle. Il y a surtout eu une analyse qui a été faite aux États-Unis, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent en France, sur la taille des grêlons en lien avec le changement climatique, et donc ça a tendance à augmenter. Les orages ont tendance à s'intensifier, tout simplement parce qu'un orage est d'autant plus violent qu'il fait chaud au sol. Voilà, c'est de la physique de base. Et puis, bien évidemment, les sécheresses prolongées, c'est très mauvais pour la végétation. Et on sait, le Haut Commissariat au Plan, du reste, vient de sortir un travail là-dessus, que la disponibilité en eau en France va baisser
dans le cadre du réchauffement climatique. Alors c'est assez... On parle aussi de la question de la chaleur de l'eau, avec la difficulté par exemple de la Garonne qui a augmenté en température et qui n'arrive même plus à suffire pour refroidir les centrales nucléaires. Alors ça c'est un problème de préservation de la biodiversité. C'est-à-dire qu'en fait il y aurait toujours assez d'eau dans la Garonne et elle est toujours à la température qui permet de faire fonctionner une centrale nucléaire. Simplement la température de rejet de l'eau, si on faisait fonctionner ça, dépasserait la norme qu'on considère aujourd'hui comme étant le seuil haut acceptable. Donc c'est pas tant l'eau qu'on utilise que l'eau qu'on rejette qui poserait problème. Exactement. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'eau. Elle ressortirait de tout ce circuit elle ressortirait au-dessus du seuil qu'on considère comme étant acceptable pour pas nuire à la biodiversité du fleuve. Est-ce qu'il y a une inquiétude là-dessus à avoir? Alors en l'occurrence, les études disponibles montrent que non. Que ça, c'est pas un problème majeur. Donc ni pour le nucléaire, ni pour la biodiversité. Non, pour le moment. Et non, on pourrait augmenter le seuil de rejet de quelques degrés, ça poserait pas de problème majeur. Par contre, la Garonne, à long terme, elle va pouvoir connaître éventuellement des problèmes de débit l'été, parce que comme vous avez de moins en moins de neige l'hiver, il y a de moins en moins de fonte de neige pour alimenter le fleuve au printemps et en été. Il n'y a plus de glaciers non plus pour ça, etc. Donc le risque à l'avenir, c'est de retrouver des débits d'étiage qui sont beaucoup plus faibles l'été dans ce fleuve. Jean-Marc Jancovici, est-ce qu'il faut, avant qu'on passe aussi à la question de la déconsommation et à la question des décisions politiques qui viennent d'être prises, quand vous entendez par exemple Marine Le Pen hier qui veut lancer un grand plan de climatisation dans les services publics, elle pense aux écoles, aux EHPAD, aux hôpitaux, est-ce que vous vous dites que c'est possible ou est-ce que ça n'est pas souhaitable ? C'est toujours ce qui est souhaitable, c'est d'être nuancé. C'est-à-dire que toutes ces affaires-là sont des affaires locales. Donc il faut regarder. Il y a des cas de figure. Je vais vous donner un exemple. Quand vous avez un immeuble avec des surfaces vitrées plein sud, avant de poser la clim, vous pouvez éventuellement vous demander si c'est pas intéressant d'obscurcir les surfaces, de poser des stores, de poser des auvents et des trucs comme ça. Et est-ce qu'on peut faire les deux en même temps ? Bien sûr qu'on peut faire les deux en même temps, mais c'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste de la clim. Exactement comme quand vous regardez comment est-ce que vous protégez un bâtiment contre le froid pour l'isolation. Il faut également regarder comment on protège un bâtiment contre le chaud et vous n'avez pas juste une seule chose à faire. C'est ça que je suis en train de dire. La question de la déconsommation, là-dessus, on a vraiment l'impression qu'en ce moment, vous êtes en train de perdre la bataille. On se souvient de vous qui disiez notamment qu'il allait falloir calculer le nombre de vols en avion dans une vie. Vous avez peut-être vu qu'on a non seulement retrouvé le même trafic aérien qu'avant le Covid, mais que les perspectives, c'est même de doubler le trafic aérien. C'est une des études qui avait été faite au moment du Salon du Bourget il y a quelques jours. 25 000 avions aujourd'hui et probablement 50 000 en 2050. Est-ce qu'on se trompe complètement Est-ce que vous prenez le pari ? Parce qu'en 2050, vous serez probablement encore vivante. Je suis pas sûre, mais j'espère. Je pense. Moi, c'est pas exclu, donc on peut prendre le pari. Donc, vous pensez que ça ne sera pas le cas ? Je pense que c'est pas du tout certain. Vous pensez que c'est pas du tout certain ? Vous pensez que ça, c'est un chiffre qui est vendu par ceux qui vendent des avions ? Je pense que c'est un chiffre qui est pas du tout certain. Voilà. Je pense que les gens qui avancent ce chiffre, moi, si j'étais à votre place, si j'étais un peu joueuse, je leur demanderais s'ils sont prêts à parier leurs propres économies, à supposer qu'ils soient encore vivants dans 25 ans, parce que sinon ou si le pari est transmissible à leurs héritiers, s'ils sont prêts à parier leurs propres économies ou leur propre maison sur le fait que c'est ça qui va se passer. Eh ben, voilà. je parierais avec eux plus largement. Est-ce qu'on n'est pas en train de prendre des plis inverses de ce que vous dites lorsque l'on voit que les députés ont voté la réouverture de Fessenheim, ont voté un moratoire sur les énergies renouvelables. Ça, c'est juste idiot, mais ça n'a rien à voir avec de la déconsommation. Vous auriez été contre la fermeture de Fessenheim. Alors moi, j'étais tout à fait contre la fermeture de Fessenheim, mais maintenant que la moitié de la centrale est partie à la ferraille, dire qu'on va la rouvrir, ça n'a ni queue ni tête. Bon. Le moratoire sur les énergies renouvelables. C'est un peu comme si vous votiez à l'Assemblée un amendement en disant que tout d'un coup les lapins doivent faire 2 mètres de haut et être tout bleus. Bon, si vous voulez, vous pouvez le voter. Oui, bon, ils se font plaisir. Ils se font plaisir, mais ça n'a absolument rien à voir. Mais est-ce qu'on n'est pas justement au cœur, avec votre histoire de lapin bleu et de 2 mètres de haut, parfois, on a l'impression en ce moment qu'il y a des questions à la fois d'idéologie, de pragmatisme, de progrès technologique ou au contraire de régression qui ne sont pas prises en compte. Alors, si on parle il y a les questions effectivement de progrès dans un certain nombre de domaines. Il y a les refus, y compris sur les énergies renouvelables. Il y a la question des ZFE. Et là-dessus, on a l'impression que tout devient
idéologique du point de vue de la politique. C'est surtout très confus. Je vais finir de répondre à votre question sur la déconsommation. Le trafic aérien, c'est pas la totalité de la consommation. Quand vous regardez les Français, en fait, la déconsommation est déjà une réalité pour une partie d'entre eux. Les budgets alimentaires sont pas revenus au niveau d'il y a 2 ans. Vous avez Et pas uniquement pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons presque d'habitude désormais. Je ne sais. Alors, aussi pour des raisons économiques. Quand vous regardez le revenu disponible des ménages depuis 2010, il augmente quasiment plus. Voire, il y a des gens pour lesquels il s'érode. Il y a une fraction croissante des gens qui sont à découvert le 15 du mois. Enfin, donc la déconsommation est déjà une réalité pour une partie des gens, mais de façon subie. Et ça, c'est malheureusement tout à fait conforme avec ce que je racontais il y a 10 ou 15 ans. En tendance, ça va s'amplifier, malheureusement. Et c'est pour cette raison-là, indépendamment de ce que font les Chinois sur leur charbon, qu'il faut qu'en Europe, on se décarbone, tout simplement parce qu'on importe la quasi-totalité de nos combustibles fossiles. On importe en France 99% de notre pétrole, 100% de notre gaz, 100% de notre charbon. Et donc pour vous, c'est aussi une question de souveraineté. Et au niveau européen, on importe 97% de notre pétrole, 90% de notre gaz et 50% de notre charbon. Or, tant pour le pétrole que pour le gaz, régionalement, je ne dis pas mondialement, mais régionalement, on est déjà contraint à la baisse. C'est-à-dire qu'on ne peut déjà plus, ne serait-ce que de garder la même quantité de pétrole tous les ans et la même quantité de gaz tous les ans. Déjà en Europe, on a du mal, on n'y arrive pas. Donc ça veut dire que décarboner l'Europe, pour des raisons d'importation, de toute façon, il faut qu'on le fasse, indépendamment de ce que les Chinois font sur leur charbon pour le climat. Mais Jean-Marc Jancovici, je vous ai posé cette question politique, et d'ailleurs c'est très frappant, vous-même vous parlez à peu près à tous les politiques. Ils vous consultent régulièrement, non, que ce soit à gauche ou à droite, non? Non. Vous n'allez pas aller aux journées LR de... Alors on ne va pas du tout aller aux journées LR. Ils vous ont invité? On s'est plutôt invité. Le Shift Project a écrit à tous les présidents de groupes parlementaires en leur disant, après la nouvelle élection, là, en leur disant, écoutez, nous, si vous voulez, on viendra volontiers échanger avec vous. Voilà. Parce que vous voulez, à un moment, leur parler de toutes ces questions-là? Évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, Jean-Marc Jancovici, c'est que vous êtes un ingénieur. Le mot qui me vient le plus facilement à l'esprit en regardant ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, c'est confusion. Ou si on emploie un mot un peu plus vulgaire, c'est le bordel, quoi. C'est le bordel. Sur les questions de ZFE, sur les questions d'énergie renouvelable. Surtout, c'est la plus grande confusion. Alors, cette grande confusion, moi, je pense qu'elle vient notamment du fait que tous les parlementaires, enfin, une bonne partie des leaders parlementaires, pardon, les gens les plus visibles, ceux qui passent sur ce plateau-là, ils raisonnent avec un logiciel hérité de l'ancien temps. Et ils n'arrivent pas à se projeter dans le monde de demain, qui est un monde dans lequel il va falloir accepter des renoncements. Et ça, ils sont pas câblés pour ça. Donc ils ont peut-être pas aussi envie de demander aux Français de renoncer parce qu'ils ont peur de ne pas être élus. Les Français sont déjà en train de renoncer pour une partie d'entre eux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais de manière subie. Donc autant accompagner ce mouvement. Et de manière subie. Et donc autant non seulement l'accompagner, mais éviter par des choses astucieuses de temps en temps de trop souffrir. Enfin, je veux dire, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Si par exemple, on a tous les gens qu'on arrive à convaincre de passer à la pompe à chaleur, eh bien, en global, sur la durée de vie de l'installation, ils font des économies. Bon. Et le pays, par ailleurs, il gagne sur le plan économique parce qu'on remplace des importations par de la valeur ajoutée française. Bon, ça, c'est quelque chose qui ne demanderait même pas un effort titanesque à tout le monde. Globalement, on peut très bien s'organiser pour que l'effort soit gérable. Mais juste, on ne le fait pas, parce qu'on n'accepte pas le renoncement qui consiste à dire, là, il y a une possibilité qu'on n'a plus. Mais est-ce que l'écologie a été trop punitive? Est-ce que le backlash, comme on dit désormais, anti-écolo, parce qu'on a refusé finalement les ZFE en disant, les ZFE, elles font souffrir les plus modestes, elles excluent les plus modestes des centres-villes, elles donnent ce sentiment. C'est le mouvement de l'écrivain Jardin qui dit les gueux sont exclus de cette nouvelle écologie. Qu'est-ce que vous répondez à ça sur le plan, j'allais dire, social et politique? Alors 2 choses. La première, c'est que gérer l'environnement, c'est fatalement gérer une planète finie. Donc à un moment, dire on va gérer l'environnement sans s'imposer aucune restriction, ça marche pas. Donc la question, c'est de savoir laquelle mais des restrictions, on vit dedans toute la journée. Je veux dire, on ne dépense pas plus que ce qu'il y a sur son compte en banque, sinon votre banquier vous tire les oreilles, et on ne dit pas à longueur de journée que la banque est punitive. Donc en fait, on doit faire exactement pareil avec nos denrées. Donc gérer une limite, c'est quelque chose auquel on est très habitué. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc ce terme d'écologie punitive, moi je le comprends pas. Je veux dire, c'est pas punitif, c'est accepter c'est gérer une limite, mais des limites, encore une fois, on en a partout. Après, que dans la gestion des limites, de temps en temps, il y a des maladresses, c'est absolument évident.
Et le problème, c'est que le balancier, une fois qu'il est parti trop loin d'un côté, il a tendance à revenir trop loin de l'autre. Donc moi, la ZFE, je ne sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous dites aux gens, vous n'aurez plus la possibilité de faire ça, il faut leur dire quelle est l'alternative. Bon. Même si l'alternative leur demande plus d'efforts, c'est pas le sujet, mais il faut leur dire quelle est l'alternative. Donc quand vous êtes artisan et que vous avez besoin de votre camionnette pour aller bosser, effectivement, si on vous donne pas d'alternative, il y a un problème. Il faut quand même noter que les gens qui avaient besoin d'une alternative, ils n'étaient pas majoritaires. Hein. C'était pas la masse de la population qui aurait été gênée dans ses déplacements par les ZFE. Mais au minimum, il y a eu des maladresses, une confusion, et c'est à ça que vous voulez tenter de remédier. Alors, la confusion, en ce moment, il y en a beaucoup, encore une fois, tout simplement parce que les gens, dans le monde politique, ne comprennent pas le monde vers lequel on se dirige. Et vous allez leur parler aux uns et aux autres. Merci Jean-Marc Jancovici d'être venu déjà à ce micro, ingénieur spécialisé en énergie et en climat. Et le titre donc de votre think tank, ça s'appelle le Shift Project. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.